Merci beaucoup, Laurent, merci Jean-Marc et merci à tout PSE d'avoir organisé cette journée, effectivement, qui est très, très émouvante pour nous tous et de nous avoir associés à cela. Quand on évoque un être cher, c'est toujours, on évoque un peu soi-même d'une certaine manière, un peu qu'est-ce qu'on a pu partager avec cet être. Et je ne vais pas déroger à la règle. Je vais parler un peu pour moi, Roger, au début, c'était une série de rencontres. Ça avait commencé par un cours à l'X. J'étais dans un certain cours, je ne vais pas l'évoquer, qui ne me plaisait qu'à moitié. Et, euh, et donc, j'ai demandé à des amis, est-ce que tu connais, est-ce que vous connaissez un bon prof? Alors, quelques personnes m'ont dit, il y a cette personne qui s'appelle Roger Guédry. Alors, j'ai essayé, puis j'ai été conquis. Ça m'a beaucoup plu. Euh, C'était mon premier cours d'économie. Alors, évidemment, je peux être facilement impressionné, mais quand même, c'était quand même pas mal. Donc, j'ai à ce moment-là fait le choix de faire une thèse de troisième cycle pendant que j'étais comme Roger à l'école des ponts. Euh, Ça sent la naphtaline d'ailleurs. Hein. Thèse de troisième cycle, je ne sais pas si tout le monde dans l'assistance sait ce que c'est qu'une thèse de troisième cycle. Mais enfin bon. Euh, et là, je vais régler mes comptes avec Roger parce que quand même, je ne sais pas si vous avez travaillé avec lui, vous savez que lui, il travaille il représente 3 ou 4 dimensions dans 2 dimensions. Et pour moi, c'était le cauchemar. J'ai failli échouer à tous mes concours parce que je ne savais pas faire du dessin industriel, je ne voyais rien. Et je vois toujours rien dans l'espace. Et Roger travaillait dans des espaces très compliqués. Et je ne comprenais rien. Je n'osais pas lui dire en plus, parce que c'était le grand maître, et donc je n'osais pas lui dire que je comprenais rien. Mais bon, c'était l'économie en 3D selon Roger. Il y a eu un hiatus à ce moment-là. Je suis parti au MIT avec une lettre de Roger. Euh, Hiatus de 3 ans, on a quand même publié ensemble un article. C'était mon premier article publié en économie sur la projection du gradient, la réforme fiscale, encore un thème cher à Roger. Et puis après, il y a eu cette aventure du Serras. Donc je suis revenu en 81. J'étais rue des Saints-Pères. Certains d'entre vous se souviennent de ça. On a eu un bureau. Après 2 bureaux, 3 bureaux. C'était bizarre. C'était un peu spécial. Donc on avait cette aventure je vois Bernard Caillot, je vois Patrick Ray qui est là. On a eu cette aventure et bien d'autres, certains d'entre vous étaient là. Bernard Valizer, j'ai oublié, il y avait pas mal Serge Colm, enfin c'était sympathique. Et il y a Jean-Jacques qui venait nous voir régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et donc on a travaillé, je me souviens encore de ce fameux papier avec Roger, et Patrick et Bernard, où on travaillait sur les incitations, un espèce de survey un peu éclairé. Et David Spector a dit que Roger était bon à inventer des termes. Et alors, son nouveau terme, c'était la fonction surrogate. Nous, un peu en potache, on dit la fonction sur Roger, mais enfin, on était jeunes, hein, donc, voilà, c'était le truc, mais il était très, Roger pouvait être un peu têtu parfois. Et alors, parfois, il disait, donc il avait ce terme. Nous, on pensait que c'était simplement la valeur virtuelle, mais enfin, bon, c'était le terme de Roger. Il avait décidé. On s'est beaucoup amusé à ce moment-là. Euh, il faut que je vous dise quand même quelques secrets de Roger, parce que il y a la bibliographie officielle. Il y a un excellent article de Laurent que je recommande, qui est merveilleux. Et puis il y a la réalité. Donc Roger, vous le voyez en cycliste, en train de monter le Mont Ventoux. On peut le voir aussi en tant que jogger. Mais moi, j'ai vécu ça. En fait, on se réunissait le dimanche matin à un café près du Luxembourg. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu cette période. Et on commençait par un gros petit déjeuner. Et là, on allait jogger. C'était dans le bois de Meudon, si je me souviens bien. On allait jogger un petit peu. Et puis après, on se faisait un gros repas de dimanche midi. Donc, il y a la version officielle, et puis il y a aussi d'autres versions qu'on peut circuler. Voilà, alors c'était après, évidemment, on a vécu. J'ai oublié de dire que pendant ma thèse, on était aussi au Chevaleret. Vous vous souvenez un petit peu de cette période.
Je connaissais toute la vie privée de mes voisins parce qu'en fait, c'était des papiers de cigarettes à les murs, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bâtiment, mais c'était très, très drôle. Peut-être pas pour ceux qui racontaient leurs histoires. Mais disons que c'était... après, donc, alors, il y a eu l'aventure du CERAS, l'école des hautes études, le Collège de France, les sociétés savantes. Ils venaient souvent à Toulouse, évidemment. Par son amitié pour un certain nombre de Toulousains, dont Jean-Jacques évidemment, et puis évidemment la création de PSE. J'ai vécu ça aussi, François en parlait tout à l'heure, les années 2000. François et Roger et d'autres d'entre vous prenant ça en main, c'était assez merveilleux, je dois avouer. J'ai vécu les années parisiennes dans les années 80 où franchement il y avait beaucoup d'individus fantastiques, mais il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas vraiment d'endroit où on avait envie d'être, honnêtement, parce que c'était tellement conflictuel et divisé que... Et je crois que ce qu'ils ont fait, c'est merveilleux quand même d'arriver à partir des années 80, 90 et 2000 à construire quelque chose à Paris. Donc, bravo. Un grand ami de Toulouse. Vous reconnaissez sans doute certain nombre de personnes. C'était en fait l'habilitation à diriger des recherches de Patrick. Il était là, comme toujours, quand il fallait avoir les bonnes personnes. Roger était quelqu'un de très, très engagé, je crois que ça a déjà été dit. Donc avec François au début de PSE. La dévotion au service public, ça m'a toujours impressionné. C'était déjà même quand j'étais étudiant, hein, c'est une longue tradition chez lui. Il faisait des rapports pour le commissariat au plan. Il y a une anecdote une fois qui est très révélatrice, parce que lui, il aimait beaucoup le service public, mais il en connaissait les travers également. Donc une fois, il est venu me voir et me dit « Ça fait 6 mois que je travaille pour ce rapport, sur ce travail, et ils m'ont même pas payé un café. » Et ça marque bien aussi la haute fonction publique française, la façon dont elle est conçue, se conçoit elle-même, c'était quand même assez amusant. Mais il a fait beaucoup de rapports, je vais en oublier, mais il avait fait ce rapport sur l'éducation en 2008, l'enseignement au lycée, qui a été très important. Il y en a d'autres qui ont participé, je vois Martine Helwig, je vois Pierre-André Capori, il y en a d'autres, sans doute dans cette salle, qui ont participé à cet effort. Georges Leménil, qui a participé à cet effort très, très, très important pour essayer de réformer l'enseignement dans les lycées. Voilà, je vais vous parler un tout petit peu de technique, de choses qu'il a faites, vous donner un peu d'intuition. Un de mes papiers favoris de Roger, et plus généralement, c'est son papier sur la non-responsiveness qui n'a pas eu le succès, enfin il a eu quand même plus de 1000 citations, hein, relativisons les choses, qui n'a pas eu tout à fait le succès, et nous on a été obligés de dire derrière, mais attention, c'était dans Guenry Lafont, et qui a eu un impact important parce qu'il était un peu original, et en même temps incroyablement simple. Donc ce qu'il les avait fait dans cet article de 84, je suis désolé, hein, ce qu'ils avaient fait dans l'article, c'est ce qu'on appelle l'information asymétrique. Ouais. Donc, de toute façon, vous le connaissez par cœur, vous n'avez pas besoin de le savoir. Il y avait une variable de ce qu'on appelle le screening, une quantité de travail, par exemple, c'est parce qu'ils ont une application sur laquelle je vais revenir par la suite. Et donc, on a un agent qui a de l'information privée sur un paramètre θ, un principal qui, comme toujours, a envie que l'agent prenne les bonnes décisions. Supposons par exemple qu'il n'y ait pas le coût fictif des fonds publics soit 0, par exemple, ou enfin, il s'intéresse uniquement à l'allocation L en fonction de θ. Mais l'agent, lui, il s'intéresse à L, c'est-à-dire son travail ou son output, le transfert et un paramètre θ. Et l'agent, comme d'habitude, fait face à des contraintes de rationalité individuelle et d'incitation. Alors, comme toujours en économie, on met de l'information, on met des conditions de sorting pour que ça soit bien comporté. Ça se comporte bien. Et le principal, lui, il veut que quelqu'un plus productif produise plus, travaille plus dur, quoi. Par contre, l'agent, lui, il l'entend pas de cette manière. Et c'est ça la nouveauté de l'article. L'agent, lui, au contraire, quand il est plus productif, il voudra en faire moins. Donc, si vous regardez la contrainte de citation, automatiquement, ça veut dire que la quantité de travail doit être décroissante dans la productivité de l'agent. Et dans ce cas-là, en rajoutant quelques hypothèses techniques, il montre que l'optimum est un optimum de bunching total, c'est-à-dire que
finalement, c'est pas la peine d'éliciter l'information. Le principal peut simplement décider ce qu'il faut faire. Alors vous allez me dire, c'est un peu abstrait quand même, mais ça l'était pas du tout en fait. Eux, ils ont appliqué ça, ils étaient intéressés à l'époque aux entreprises autogérées. Et donc, l'autogéré, il la représentait, comme d'autres économistes à l'époque d'ailleurs, comme on se partage le gâteau qui reste. Et donc, l'utilité d'un agent, c'est sa production θ G2L, où G, c'est une fonction croissante et concave, moins un coût fixe, plus le transfert, divisé par L, par le nombre de salariés. Salariés propriétaires, évidemment. Et en supposant que la productivité marginale est plus petite que la productivité moyenne, hors coût fixe. Et là, vous voyez tout de suite que si G sur L est décroissant, automatiquement, la condition de sorting, c'est que quelqu'un de plus productif va vouloir travailler moins. Il ne veut pas partager le gâteau avec beaucoup d'autres personnes. Et donc, c'était le premier exemple qu'ils ont trouvé de ce qu'ils appelaient la non-responsiveness, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éliciter l'information, ça ne sert à rien de chercher à éliciter. Mais après, il y a plein de gens qui ont continué sur cette voie. Pas toujours d'ailleurs en se souvenant que Guéneret et Lafont avaient fait le travail déjà, mais dans des papiers intéressants. Par exemple, vous prenez le cas d'un brevet. Le brevet, pourquoi on a les institutions du brevet qu'on observe actuellement, qui sont des institutions incroyablement simples et sans doute très très sous-optimales. Alors elles sont quand même de toute façon très sous-optimales, mais par exemple, pourquoi on ne demande pas à l'innovateur de payer, si vous voulez un brevet plus long, dans ce cas-là, on va vous faire payer plus cher. Alors ça existe un petit peu quand même avec le système de renouvellement des brevets, si vous avez lu l'article de Pékès par exemple, mais disons que c'est assez difficile à mettre en œuvre. Donc ils ont regardé, ces auteurs-là, Susan Scotchmer, etc., ont regardé est-ce qu'on peut éliciter finalement le coût de l'innovation ou le profit que l'entreprise va tirer de l'innovation à partir de sa volonté à acheter un brevet plus ou moins long. Donc on donne un menu de transfert, sans doute négatif, l'agent va payer pour le brevet, et une durée de brevet, vous pouvez acheter 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Seulement, ils ont remarqué qu'il y avait une non-responsiveness. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez une situation où la demande est élevée, les profits vont être élevés, dans ce cas-là, l'entreprise ou l'innovateur voudrait avoir un brevet plus long, mais c'est justement le cas où la société voudrait avoir un brevet plus court et bénéficier plutôt de ce brevet. Enfin, il y a quelques hypothèses derrière ce résultat, bien sûr. Bernard et moi avions d'ailleurs écrit un article où on redécouvrait aussi un petit peu la même chose, mais appliqué à autre chose, qui était l'ouverture à la concurrence. Avec là, exactement la même idée qu'en fait, si vous avez une industrie très profitable, il y a beaucoup de demandes, vous ne voulez pas ouvrir à la concurrence. C'est là que vous êtes prêt à payer pour ne pas ouvrir à la concurrence. Mais c'est justement là où la société voudrait ouvrir à la concurrence. Et il y a d'autres papiers encore. J'en ai mis un autre, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Il y a eu plus de 1000 citations et je pense à juste le titre. Je m'arrête. Je tourne le dos volontairement, comme ça, je n'ai pas de rappel. Voilà. Un petit mot sur le papier qu'on avait écrit avec Xavier Frexas sur l'effet de cliquet. Au début des années 80, des gens prestigieux avaient écrit des articles sur l'effet de cliquet, s'inspirant évidemment de la planification soviétique. Roger était aussi très intéressé par ce genre de questions. L'effet de cliquet, c'est que quand vous travaillez trop dur, après on vous demande encore plus de travailler encore plus dur. Donc si vous êtes assez intelligent, vous n'en faites pas trop dans ces cas-là. Voilà. Donc la question, c'est qu'il n'y avait pas de formalisation. Les formalisations qui existaient à l'époque étaient des formalisations dans lesquelles on supposait que le principal pouvait s'engager, mais dans ces cas-là, pour ceux d'entre vous qui connaissent la théorie des incitations, dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet de cliquet non plus. Donc il fallait prendre des schémas d'incitation qui étaient sous-optimales pour obtenir quelque chose qui ressemblait à un effet de cliquet. Maintenant, Roger, et là je rebondis sur ce qu'a dit Gabriel Demange, c'est vrai que Roger n'aimait pas trop la théorie des jeux, mais il faisait des exceptions quand même. Et donc il avait vu que le papier que j'avais écrit avec Drew Fudenberg sur le marchandage séquentiel, en fait, pourrait s'appliquer à un sujet qui l'intéressait beaucoup, qui était l'effet de cliquet en dynamique. Alors, sans engagement cette fois-ci, mais évidemment, on l'a fait sous des hypothèses un peu restrictives,
je reviendrai très rapidement là-dessus, avant que Laurent me chasse du podium, c'est que en fait, on a supposé que le schéma d'incitation était affine, c'est-à-dire une partie fixe AT plus une partie de bonus variable en fonction de l'output qu'on produisait, qui est le Y. Mais évidemment, il y a un problème de point fixe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous donne un schéma d'incitation en première période, vous allez choisir un output, cet output va révéler en quelque sorte votre productivité, et si vous travaillez trop dur, dans ce cas-là, on va savoir immédiatement que vous pouvez en faire plus. Et donc, à ce moment-là, il y a un effet de cliquet qui se passe, enfin, qui a été documenté un certain nombre de fois dans différents environnements. Et donc, il y a la révision des croyances. Et anticipant la révision des croyances, évidemment, on a intérêt à pas trop en faire. Et donc, on a formalisé ça. Alors, c'était quand même une simplification de prendre des tarifs affines, des schémas d'incitation affines, parce que il n'y avait qu'une contrainte d'incitation qui mordait, avec 2 types, par exemple. Alors que quand on a des schémas non linéaires, en général, les deux, vers le haut et vers le bas, peuvent aussi être mordantes. Voilà. Ça amenait effectivement une autre vision. Je vous rappelle que Bengt-Holmström avait produit un papier très important sur les carrier concerns. C'était le cas où justement les principaux étaient concurrentiels. Et là, effectivement, ça créait beaucoup d'incitations. Quand le principal est monopolistique, ou monopsonistique, dans ce cas-là, ça crée une désincitation parce qu'on ne veut pas apparaître trop brillant vis-à-vis de ce principal. Voilà. Et il y a une littérature un peu qui est partie de ça. En tout cas, je vais arrêter là. Je voulais quand même remercier Roger, remercier pour sa rigueur, pour son humilité, ça déjà dit, et puis pour son amitié, et aussi pour tout ce qu'il a fait pour PSE, pour nous tous, pour toute la profession. Un grand merci. Merci beaucoup, Jean. Je vais donner la parole à Pierre Picard. Oui. Ça marche, oui. Merci, Laurent. Ce que je voulais, c'était évoquer 2-3 souvenirs anciens, très anciens même, et notamment la première fois que j'ai rencontré Roger, au milieu des années 70. J'étais un étudiant, même pas encore inscrit en doctorat, et je cherchais une bourse pour financer le doctorat. Et j'avais vu, je ne sais plus comment, que au CEPREMAP, par le CNRS, on pouvait peut-être obtenir une bourse. Donc, j'étais dans les locaux que certains ici ont connus de la rue du Chevaleret pour me renseigner et savoir les conditions. Et pour obtenir une bourse. Et je me souviens très bien que à l'entrée du secrétariat, il y avait un petit panneau d'information. Je regarde et je vois qu'un certain Roger Guenry présenterait le lendemain, je crois, des travaux sur l'optimalité de second rang. C'était très mystérieux pour moi ce que ça pouvait bien vouloir dire. Mais je me suis dit, il faut absolument que j'aille là pour voir ce qu'était la recherche en économie. Et le lendemain, je viens dans ces locaux, bien à l'heure pour avoir une place dans cette petite salle que certains ici ont connue, salle de réunion. Et en fait, quand j'arrive, je vois Roger Guenry. Il devait pas, à l'époque, on n'avait pas de PowerPoint ou de ce genre de choses, et il devait pas apprécier ce qu'on appelait les transparences, ces horribles plastiques sur lesquels on écrivait. Donc, il avait fait ça à l'ancienne. Il avait couvert les tableaux d'équations, de théorèmes, et de façon à ce que ce soit prêt une fois qu'il allait commencer son exposé. Et la salle était comble. Cette petite salle, j'imagine, en me rappelant ça, je me dis que probablement on avait dû ouvrir les fenêtres parce que tout le monde fumait à cette époque et l'ambiance devait être assez spéciale. Et c'était un moment absolument incroyable. Je suis pas sûr d'avoir
compris tous les détails de la présentation que Roger faisait. Il était en train de mettre au point ses travaux sur le second best, qui notamment lui ont valu une grande célébrité. Et je me souviens de cette présentation dans laquelle, d'une certaine manière, il alternait entre des fondements microéconomiques les plus rigoureux avec des ouvertures sur des questions qu'on appellerait de politique publique, sur la fiscalité, sur la tarification des entreprises publiques à rendement croissant, ce genre de choses. Et ça n'est qu'après que j'ai compris en fait que Roger Guenry s'inscrivait dans cette tradition dont on a parlé des ingénieurs économistes, c'est-à-dire de fonder le calcul économique public sur une microéconomie la plus rigoureuse possible. Et sa présentation était beaucoup impressionné. C'était fait avec une espèce de bonhomie modeste et un petit sourire que on est nombreux à lui avoir connu. Et c'était, ça m'avait beaucoup marqué. Les années ont passé et j'ai commencé à faire une thèse de doctorat. C'était pas encore sur les problèmes d'incitation. Et mon directeur de thèse, qui était un peu mon mentor, Claude Fourgeot, qui dirigeait le CEPREMAP, m'avait mis en relation avec Roger, et je bénéficiais de ses conseils, de ses avis qui étaient toujours très à la fois amicaux et comment dire contraignant, c'est-à-dire qui était sans facilité. Et je me souviens que j'avais écrit un article de fiscalité optimale dans un contexte où il y avait des déséquilibres macroéconomiques et quelle était l'influence des déséquilibres macroéconomiques sur la fiscalité optimale. Et j'avais envoyé cet article à une revue, je me souviens plus laquelle, et il avait été refusé. Et j'en étais extrêmement marri, évidemment, vous l'imaginez. Et j'en parle à Roger, avec qui j'avais dû discuter de cet article avant. Et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit. Il aurait pu me faire la réponse convenue du genre, se référer, il n'a rien compris, ne t'inquiète pas. Ou au contraire, ce qui n'aurait pas été plus rassurant, peut-être tu as visé un peu trop haut dans ta revue. Il m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit, Pierre, je crois que tu as envoyé ton article trop tôt. Et c'était très bien vu d'une certaine manière, parce que ça voulait dire, les idées sont importantes, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le travail qu'on fait sur ces idées petit à petit. Et donc, il suffit pas d'avoir une idée considérée comme bonne pour que ça fasse un article de recherche, voilà. Et c'était un véritable conseil sérieux et dont j'ai tiré profit par la suite. C'était cette espèce de bienveillance qui me vient à l'esprit. Et aussi sa générosité. Un peu plus tard, on vient aux questions d'incitation, pour ma part, quand j'ai commencé à travailler sur les problèmes d'incitation, j'étais très marqué par les travaux de Jean avec Jean-Jacques Lafont, et une des questions importantes qui était développée, c'était d'une certaine manière la robustesse des mécanismes d'incitation lorsqu'on y ajoutait de l'aléa moral, parce que les performances n'étaient pas parfaitement observables. Ou plus exactement, ce que l'on voyait, c'était un biais par rapport à c'était les choix effectifs de l'agent qu'on voulait inciter, mais qui étaient perçus de manière imparfaite du fait de bruit. Roger avait travaillé sur ces questions, notamment avec Patrick Ray et Bernard Caillot. Et moi, j'avais travaillé de mon côté, et on avait obtenu des résultats qui avaient une certaine complémentarité. Et je me souviens que est arrivé le premier congrès de la European Economic Association,
dont je me souviens plus de l'année, mais ça devait être dans les années 85, peut-être par là, 86. Et Roger, on l'avait invité à faire une conférence, sur des questions d'incitation. Et là où je me souviens de sa générosité, c'est qu'en fait, il m'a proposé de joindre nos efforts, en quelque sorte, entre d'une part les travaux qu'il avait fait avec Patrick et Bernard, et ce que j'avais fait moi de mon côté. Et ça a donné un article qu'on a fait ensemble avec Patrick et Roger. Et c'était quelque chose qui évidemment était pour moi extrêmement valorisant, très agréable. Ça m'a mis le pied à l'étrier sur ces questions-là, et je me rendais compte de sa générosité que on a rappelé, d'autres ont rappelé, sa générosité amicale qui était très appréciée pour des chercheurs plus jeunes. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Philippe, je voudrais remarquer l'ironie que les économistes qui ont travaillé sur la théorie des incitations, donc sur comment faire travailler les autres, là, ceux qui ont un θ, qui ne veulent pas travailler, donc comme Jean, comme Roger, comme Jean-Jacques, ce sont des gens qui eux-mêmes travaillent énormément avec des incitations relativement intrinsèques. Donc c'est assez amusant que le modèle ne s'applique pas trop à vous. Bon, Philippe. Merci. Donc on m'avait pas dit qu'il fallait préparer, donc ce sera une improvisation. Vas-y, spontané. Donc ce qui me lie d'abord à Roger, c'est qu'il était mon directeur de thèse. Et fraîchement débarqué de l'école polytechnique où j'avais presque pas vu d'économie. Je sais pas si ça existait, mais non, toi tu avais eu un cours, moi j'en ai pas le souvenir. Et désolé si des enseignants étaient là. Dans la salle. Donc c'était un peu une découverte, parce que pendant ma thèse, Roger enseignait la théorie des incitations, donc c'est le lien principal sans doute avec cette session que j'aurais à mentionner. Et en particulier, il s'appuyait sur le modèle principal agent tel qu'exposé brillamment par Jean et coécrit avec Jean-Jacques. Parlez moins de ratchet effect, non, effet de cliquet, pardon. Désolé pour le franglais. Mais je voudrais parler peut-être de trois petits détails liés à ma thèse et ma relation avec Roger qui ont impliqué trois négociations un peu douloureuses que j'ai eues avec Roger. Donc je sors du cadre de la session, désolé, j'en sors immédiatement après avoir dit qu'il enseignait ça pendant ma thèse. Première négociation implique aussi un petit peu l'école des ponts. C'est une négociation tripartite entre le corps des ponts, Roger et moi, sur le sujet de thèse. Oui, parce que contrairement à mes compagnons qui avaient pu négocier des thèses complètement libres, moi je m'étais mal débrouillé. Et il fallait que ça entre dans les thèmes d'intérêt du corps des ponts. Bon, on avait trouvé un thème qui, avec Roger, économie de la localisation, qui devait, si possible, inclure des éléments reliés à l'aménagement du territoire. Donc, vous pouvez regarder ma thèse ou voir mon style de recherche. Enfin, bon, à l'époque, j'avais un souci de plaire plus. Non, je regarde en direction du directeur de l'école des ponts, mais donc ça a été une première négociation compliquée. Le directeur de l'école des ponts de l'époque, peut-être certains le connaissent, c'était Bernard Hirsch, qui n'était pas très commode. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. En tout cas, avait une opinion assez mitigée sur l'économie, au contraire du directeur actuel, semble-t-il. Donc là, c'est une première négociation compliquée. Une deuxième, c'est, je crois que Roger était fraîchement directeur du programme d'économie doctoral européen. C'est peut-être pas le terme officiel. Et il a voulu absolument m'envoyer à Bonn
Bien, je regarde Martine, et j'ai résisté un certain temps à cette idée. Bon, a posteriori, je le remercie, donc je profite de cette séance pour le remercier chaleureusement de m'avoir tordu le bras pour aller à Bonn, ce qui m'a permis de connaître différentes personnes qui ont eu un certain impact ensuite. Et la troisième négociation, c'est au moment de la soutenance de thèse, il y avait une clause à l'école des hautes études en sciences sociales, je ne sais pas qui la représente ici, c'est... Bon, plusieurs, oui, peut-être. François, je le regarde. Non, non, c'était André qui spécifiait à l'époque. C'est des temps anciens. Hein, ma thèse, c'était entre 89 et 92. On faisait des thèses en moins de temps à l'époque. Oui, ça c'est pour les étudiants qui sont ici. Ça durait pas 5 ou 6 ans. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était 3 ans. Et malheureusement, il y avait cette clause, ces titres, je l'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Il fallait que ce soit écrit en français. Mais j'avais vu une clause dans le programme européen qui semblait suggérer que les thèses doivent être écrites en anglais. Donc j'avais déjà essayé d'utiliser les deux maillons européens et nationaux pour... et après une longue négociation assez compliquée avec Roger, il n'est peut-être pas la théorie des jeux, mais s'était engagé dans une négociation stratégique qui a eu un impact ensuite. Après, je me suis mis à m'intéresser aux négociations dans mes recherches, mais donc c'est peut-être lié à ces 3 événements. Donc on s'était entendu sur un compromis un peu hybride, j'avoue. La moitié de la thèse serait en français, l'autre moitié en anglais. Donc ça a été l'issue, malheureusement, un employé zélé de l'école des hautes études en sciences sociales, 4 jours avant la soutenance de thèse, qui incluait quelques éminents invités étrangers, est tombé sur les chapitres en anglais, si j'imagine. Enfin, je sais pas. J'avais pourtant mis au début le français. Hein. J'étais un petit peu stratégique sur ce. Et a déclaré que la thèse ne pouvait pas être soutenue. Donc, surtout, ne lisez pas ma thèse. Donc, j'ai dû traduire en 3 jours. Cette thèse, il n'y avait pas l'aide de l'intelligence artificielle à l'époque, c'est moi qui ai fait le travail, mais c'est une traduction absolument épouvantable. Donc, de grâce, ne lisez pas cette thèse, peut-être ne lisez pas du tout la thèse. Non, il y a quelques chapitres qui peuvent être regardés, même s'ils ne sont pas représentatifs de mon style de recherche qui est plus proche de la théorie des jeux. Donc, bon, j'ai découvert aujourd'hui que Roger n'aimait pas la théorie des jeux, mais on a quand même pu discuter. Pour moi, l'équilibre général dont il venait, c'est un cas particulier de la théorie des jeux, avec un continuum d'agents. Donc pour moi, tout est dans la même famille. Non, bon, il y a des objections, je vois, il y a des équilibristes généraux qui contestent, mais... Voilà, bon, je pourrais continuer. Après, sans le savoir, même si dans ma thèse, j'ai pas appliqué les outils que j'ai vus pendant le cours de Roger, qui impliquaient théorème de l'enveloppe, théorème de Fubini, etc. Bon, c'était une surprise de voir qu'on pouvait utiliser ces outils de maths un peu basiques pour éclairer des sujets d'économie. Donc, donc, à l'époque, j'ai pas trop utilisé, j'ai fait d'autres choses. Mais quelques années après, dans ma collaboration avec Benny Moldovanou, quand finalement, je me suis remis vers des choses qui ressemblent plus à la théorie des incitations et des mécanismes, on a j'ai un ou 2 résultats principaux utilisent des enseignements que j'ai reçus pendant ce cours. C'est très basique, mais qui permettent d'éclairer des questions d'économie et d'allocation efficace des objets. Voilà, non, je terminerai ici. Super, merci beaucoup.